Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Le chemin est périlleux, l'arrivée incertaine, et pourtant, jusqu'à présent, rien n'empêche les hommes et les femmes qui fuient la guerre, la répression ou la misère de prendre la route de l'immigration. Face au drame humain engendré par la situation, les dirigeants européens peinent à trouver une solution commune et encore moins durable. Dernière proposition en date, côté français, traiter les dossiers des candidats au départ avant qu'ils ne prennent la route. Concrètement, il s'agirait d'ouvrir des centres d'orientation, certains disent de tri, dans les pays de transit tels le Tchad ou le Niger. On parle même de la Libye dès que la sécurité y sera revenue. Alors, les réfugiés politiques pourraient alors recevoir directement le droit d'asile et rejoindre la France légalement et en toute sécurité. Mais que se passera-t-il pour les autres? Pourquoi rentreraient-ils dans le pays qu'ils ont fui? Et comment les dissuader de prendre la route? La proposition, bien qu'ambitieuse, laisse de nombreuses questions ouvertes. Avons-nous même tiré le bilan des premières tentatives de sous-traitance de l'immigration en Turquie suite à l'accord signé en mars 2016? Faut-il externaliser la politique migratoire? Eh bien, c'est la discussion que nous aurons ce soir jusqu'à 19h et ils sont trois invités pour en discuter. Jacques Legendre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur du Nord, Les Républicains. Vous êtes notamment l'auteur de 2 rapports d'information pour le Sénat sur les questions migratoires, dont un portant sur l'accord précisément entre l'Union européenne et la Turquie. Notre deuxième invité est au téléphone. Il s'agit de Sylvie Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputée PS, vice-présidente du Parlement européen et vous êtes par ailleurs membre du conseil d'administration de l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et puis notre troisième invité est en studio. Il s'agit de Speranta Dumitru. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Descartes. Vos recherches portent notamment sur l'immigration. Et puis vous aviez coordonné en 2015 le numéro spécial Penser l'ouverture des frontières de la revue Éthique publique. Et c'est pourquoi je souhaite que l'Union européenne, et à tout le moins la France le fera-t-elle, puisse aller traiter les demandeurs d'asile au plus près du terrain, dans l'état tiers le plus sûr, proche justement des États d'origine. C'est pourquoi nous développerons des missions de l'OFPRA qui iront les unes sur les hotspots italiens pour améliorer notre coopération avec l'Italie en termes justement de demandeurs d'asile, les autres sur le sol africain, dans les pays sûrs où nous pourrons organiser ces missions pour traiter les demandeurs d'asile et leur éviter de prendre des risques inconsidérés. Jacques Legendre, sur cette idée de dire qu'il faut gérer en amont la crise migratoire, c'est-à-dire avant que les gens prennent la route, est-ce que pour vous, c'est une manière pertinente et peut-être nouvelle d'aborder la crise migratoire? C'est souhaitable. Si on peut éviter à des hommes et des femmes de se lancer à travers le désert pour atteindre les rives de la Méditerranée, et il faut imaginer ce que c'est que de traverser le Sahara dans des conditions extrêmement difficiles. Leur éviter ensuite de s'entasser sur les côtes libyennes, et ensuite de monter sur des embarcations qui ne sont pas faites pour tenir très longtemps et pour se retrouver en mer. Je crois que si on peut éviter au maximum de lancer des gens dans des aventures qui risquent d'être pour eux dramatiques et sans issue, c'est le bon sens. Mais quand on a dit ça, il faut bien aussi être conscient de la difficulté de l'exercice, parce que effectivement, ceux qui seront déboutés dans un hotspot, un centre d'accueil français, auront tendance à passer outre et à vouloir partir quand même. Et je crois que la première des choses serait évidemment, si c'est possible, d'arriver au moins à un accord européen pour avoir enfin une politique d'immigration européenne un peu cohérente. Sylvie Guillaume, au-delà de la faisabilité d'un tel projet, est-ce que sur le principe, vous aussi, vous approuvez l'idée qu'il faut avant tout agir au moment de la décision de partir, c'est-à-dire donc en Afrique directement ? Sauf qu'il faudrait connaître ces décisions dans toute la complexité de ce qu'elles représentent, parce qu'on fuit son pays pour de multiples raisons. Donc, sur l'idée de pouvoir permettre de déposer une demande d'asile avant d'atteindre le territoire européen, ce qui est la normalité maintenant, ce qui est l'usage et la règle, oui, bien sûr. Mais sur
Par contre, la question de l'externalisation de la politique d'asile ou la politique migratoire, je trouve que c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je note dans le propos du président de la République que vous avez diffusé qu'il dit plusieurs fois pays sûr. Alors il ne précise pas pays d'origine, pays tiers, mais il dit pays sûr. Et il prend bien soin de ne pas qualifier ce qu'est un pays sûr. Deuxièmement, bien traiter la crise en amont, ça veut dire aussi traiter les causes de cette migration ou de ce recours à la protection internationale. Donc on peut aussi parler des causes qui poussent les gens à partir. Enfin, l'externalisation de la politique migratoire ou de la politique d'asile, ça existe déjà. Ça a été le cas avec la Libye pendant très très longtemps du temps de Kadhafi, et on ne peut pas dire que c'était franchement une réussite. Et ça existe encore avec, d'une certaine manière, la déclaration entre l'Union européenne et la Turquie telle qu'elle existe actuellement. Speranta Dumitrou, vous confirmez que l'idée externalisée, on peut d'ailleurs discuter la pertinence de ce mot, mais en tout cas d'agir en dehors du territoire français, en amont, finalement ce n'est pas totalement nouveau, ce sont des choses qui se pratiquent déjà. Je crois qu'au Moyen-Orient déjà, l'OFPRA a des missions au Liban, en Jordanie, en Turquie pour dissuader les Syriens de prendre la route. En effet, si c'est une mesure additionnelle, complémentaire à d'autres mesures, on peut envisager cette façon de faire. Mais on pourrait aussi rappeler que l'un des objectifs sur lequel le programme du candidat Macron s'était engagé, c'était le fait c'était l'objectif numéro 3, que la France assume sa juste part dans l'accueil des réfugiés. Et quand on regarde les chiffres, on peut se demander si la France ne peut déjà assumer mieux ici plus de réfugiés, parce que en préparant l'émission, j'ai regardé les chiffres de l'OCDE qu'on peut retrouver sur le site et qui ont été publiés en juin 2017, et on voit que pour 2016, l'Allemagne avait enregistré 720 000 demandes, alors que la France avait enregistré seulement 78 000, c'est-à-dire 10 fois moins. Mais malgré ces chiffres très bas, elle donne seulement 29% de réponses positives. Donc on peut se demander si ces réponses positives, si le taux de réponses positives ne peut déjà être amélioré en France avec les demandeurs d'asile qui déposent ici une demande, tout en raccourcissant bien sûr les délais comme le candidat Emmanuel Macron l'avait présenté. Et est-ce qu'il y a pour vous vraiment une contradiction entre cette promesse qui avait été faite par Emmanuel Macron, donc d'assumer, que la France assume sa juste part dans l'accueil des réfugiés, et cette politique de aller étudier les demandes d'asile au plus proche? On pourrait aussi dire que l'un sert l'autre, c'est-à-dire en tout cas c'est présenté, mais on va en discuter, comme une politique humanitaire qui devrait empêcher les drames humains auxquels on est confronté tous les jours. En même temps, quand on écoute le discours d'Orléans, qui fait un drôle d'écho, si vous voulez, à l'émergence, à l'histoire du droit d'asile, qui est à l'origine à Orléans, dans le Concile d'Orléans en 511, qui a posé les bases du droit d'asile, qui donnait le droit de trouver refuge au sein de l'Église à l'ensemble de personnes qui fuyaient, quelle que soit leur peine qu'ils fuyaient, que ce soit des meurtriers ou des. Donc vous voyez, ça c'est une tradition bien française qui est lointaine. Et 1500 après, on voit le président Macron qui vient avec un discours plutôt nationaliste, tenu devant des citoyens français qui viennent d'acquérir en fait la nationalité, un discours nationaliste qui est un retournement, une réorientation de la politique qu'il avait promise en fait dans la campagne électorale, où beaucoup de gens se sont mobilisés en effet contre la tendance nationaliste qui allait submerger le pays et pour une politique pro-européenne et ouverte. Sylvie Guillaume, vous vouliez réagir? Oui, parce que je pense sincèrement qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'idée exclusive pour essayer de prendre en charge cette question, une question aussi douloureuse et aussi difficile que l'asile et la migration. Et tout à l'heure, j'entendais parler d'une politique nécessaire, d'une politique européenne migratoire ou d'asile nécessaire. Ces politiques, elles existent déjà. Elles sont conçues. Elles sont écrites, elles sont votées la plupart du temps par le Parlement européen, même si c'est pas toujours à une très grosse majorité, mais ces politiques, elles existent. On rencontre un problème majeur
qui est le refus d'un certain nombre d'États membres de mettre en pratique ces politiques d'asile ou ces politiques migratoires. Donc je pense qu'il faut d'abord faire en sorte de passer en revue les politiques qui existent au plan européen, les propositions qui ont été faites, pour certaines ont été refusées, y compris par la France à certains moments, je pense notamment à Manuel Valls, mais il faut aussi avoir une idée du cycle court et du cycle long. C'est-à-dire qu'il y a une priorité à faire, par exemple avec le sauvetage en mer, comme cela existe maintenant, sur la lutte contre les passeurs, mais il faut aussi parler de coopération, il faut parler de voies légales, il faut parler d'application du système de relocalisation ou de réinstallation, bref, de répartition de cette responsabilité collective, et sans cibler seulement cette externalisation de la politique dont vous parliez depuis le démarrage, qui n'est pas la solution exclusive à ce phénomène que nous rencontrons. Sylvie Guillaume, vous dites que les politiques européennes en matière d'immigration existent déjà, mais justement quand la France décide, et a fortiori seule, d'installer des centres donc d'orientation, de tri, je ne sais pas comment il faut dire, en Afrique, est-ce que c'est pas de facto un acte qui va à l'encontre de la concertation européenne en matière d'immigration ? Oui, mais c'est pas le premier exemple et ça n'est pas spécifique à la France. D'une certaine manière, même quand on regarde un événement, entre guillemets, je mets des guillemets, positif, qui a été à un moment donné l'ouverture par la chancelière allemande des frontières et l'accueil d'énormément de personnes. Cette décision peut apparaître comme positive, je la considère comme positive. Elle demeure une décision qui est une décision individuelle, unilatérale. Et tant que certains États membres, certains dirigeants européens continueront de ne prendre que des décisions unilatérales, forcément, cela heurtera la politique commune qui est dédiée soit à la vie, soit à la migration. Donc vous voyez, il faut vraiment avoir en tête que si on n'a pas ce réflexe de solidarité, si on n'a pas ce réflexe de démarche globale et collective, on aura vraiment beaucoup de mal à surmonter nos difficultés. Jacques Legendre. Oui, je n'ai pas entendu dans les propos du président Macron un accent nationaliste, je voudrais le dire. J'ai le sentiment qu'il a exprimé une proposition de mettre en place des services dans des territoires où ils pourraient réellement fonctionner pour éviter à des migrants de se lancer dans une aventure qui peut être pour eux tragique. Je veux rappeler que cette politique, elle a déjà été suivie, et parfois avec profit, sur un certain nombre des routes qui mènent d'Afrique jusque vers l'Europe. Il y a 3 routes principales, celle qui longe l'Atlantique, celle qui passe au milieu du désert du Niger, de la Libye, et qui est une route infernale, et également la route qui longe la mer Rouge pour les gens d'Érythrée et d'Éthiopie. Il y a un secteur où les pays européens, ou l'Espagne en particulier, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal ont eu l'intelligence de se mettre d'accord pour essayer de réguler tout ceci, et ça a donné des résultats. Et cette route le long de l'océan Atlantique, qui à un moment provoquait des drames avec des barques qui essaient de gagner les îles espagnoles au large, etc., elle a été pour partie sécurisée parce qu'il y a eu un travail entre ces différents États qui ont réussi à trouver une solution. C'est la preuve que l'on peut quand même éviter parfois des aventures. Mais ailleurs, il faut bien dire que l'Union européenne a sans doute mis de l'argent sur la table, mais qu'elle a eu des politiques qui sont assez contradictoires. Et de toute façon, chaque pays européen entend continuer à appliquer la politique qu'il entend sur son territoire. On le voit bien avec ce qu'on a appelé la route des Balkans, quand il y a 1 an et demi, des flots de réfugiés syriens passaient des îles de la côte turque vers les îles grecques, avec les drames qui ont pu se produire à ce moment-là. Les États des Balkans derrière ont bloqué la route, et les migrants se sont trouvés coincés en Grèce. Ils venaient de Turquie et ils ne pouvaient pas aller au-delà, et il a fallu à ce moment-là qu'en catastrophe, l'Union européenne trouve un accord avec la Turquie, ce qu'elle a fait, mais cet accord est difficile à appuyer et à appliquer, parce qu'on se rend compte aussi que la Turquie avait ses propres objectifs dans tout cela, et qu'elle a laissé passer les migrants quand ça l'arrangeait pour faire pression sur l'Union européenne, et du jour au lendemain,
quand elle a décidé qu'elle avait un accord avec l'Union européenne et que l'Union européenne allait payer, eh bien, elle a fait en sorte qu'il n'y ait plus de migrants qui puissent passer de la côte turque vers les îles grecques. Donc, on voit bien que là, on est tributaire de politiques d'État qui sont souvent difficiles, divergentes. Alors, On va revenir avec un peu plus de temps, effectivement, sur le bilan de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Sylvie Guillaume, vous vouliez réagir peut-être sur à nouveau sur le côté européen. Est-ce que l'Allemagne, l'Italie vont nous suivre, par exemple, vont nous suivre dans notre politique d'externalisation entre guillemets, encore une fois? Oui, je suis contente qu'on y revienne parce qu'effectivement, je pense que peut-être que j'ai ce regard aussi peut-être un peu plus direct comme parlementaire européenne. Je ne prétends pas que les politiques européennes sont parfaites, sinon ça se saurait. Mais en tout cas, elles sont proposées et ce qui est mis sur la table est réellement dans une dimension communautaire. Et les décisions, et là je rejoins la dernière phrase de M. Legendre, les décisions des États membres demeurent des décisions qui se prennent de façon totalement unilatérale. Je note sur une autre partie de son propos que certes une des routes qui remontait d'Afrique vers l'Espagne a été bloquée. Elle était effectivement très dangereuse. Il n'en demeure pas moins que des murs sont érigés à Ceuta et Melilla et que l'accès à l'Europe par cet intermédiaire se fait avec énormément de difficultés. Mais sur l'accord avec l'Union et la Turquie, d'abord, il faudrait qu'on l'appelle vraiment par son nom. Il ne s'agit pas d'un accord, parce qu'il s'était agi d'un accord, le Parlement européen aurait été amené à se prononcer sur lui. Il s'agit d'une déclaration. Donc il n'y a aucune valeur contraignante. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis sur la table à ce moment-là de la part de l'Allemagne, avant une réunion d'un Conseil européen, et donc de façon là aussi totalement unilatérale, avec un certain nombre de conditions, le renvoi en Turquie de ceux qui étaient arrivés avant une certaine date, cette espèce de troc absolument inique du 1 pour 1, en gros, on vous prend un réfugié syrien, si vous en récupérez un autre, c'est un espèce de troc de mort qui est terrible, de l'argent effectivement à la clé. Et puis aussi, on l'oublie un peu, une sorte à l'époque, de relance du processus d'adhésion avec ce que demandait la Turquie, principalement la libéralisation des visas. Sylvie Guillaume, est-ce que vous pouvez nous rappeler, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler quel était l'objectif ou les objectifs de cet accord? L'objectif, excusez-moi, est un peu pragmatique. Ça a été de considérer de la part des gouvernements européens et singulièrement de Madame Merkel qu'il y avait environ, disons, 8 millions de Syriens qui étaient déplacés depuis leur domicile, 6 millions à l'extérieur de la Syrie, 3 millions en Turquie, et que l'Europe ne voulait pas que ces 3 millions de personnes continuent leur chemin. Et donc, faire jouer à la Turquie, au prix d'un chantage qui est quand même pas très très glorieux, de faire jouer à la Turquie le gendarme de l'Europe, et donc de la rétention de toutes ces personnes dans des camps en Turquie. Donc c'était ça l'objectif, avec effectivement cette sorte de chantage à la clé et cette fermeture des frontières, notamment avec, comme le disait tout à l'heure Monsieur Legendre, je crois, cette fermeture complémentaire des frontières avec les Balkans en aval, qui a complètement bloqué la route. Donc c'est une forme de mise en forme de la frontière par le gendarme turc qui était en jeu. Alors ce contrat, pour ne pas dire l'accord, je ne sais pas quel mot il faut employer, avec la Turquie, Speranta Dumitru, est-ce qu'on peut dire que de facto c'était une forme déjà à l'époque, on va dire, de sous-traitance de la question migratoire, et plus d'un an plus tard, quel bilan vous faites de cette politique-là? Oui, en effet, on peut le voir comme une façon d'externaliser les frontières, de les pousser de plus en plus loin. C'est ce qu'on essaye aussi de faire aujourd'hui. Et pour revenir, juste une petite parenthèse, parce que vous avez posé la question, est-ce que l'Allemagne et l'Italie vont nous suivre? Je pense pas qu'ils doivent nous suivre. Au contraire, c'est nous qui devons suivre. L'Allemagne a pris en 2016 44% des demandeurs d'asile. Donc c'est énorme. Et l'Italie fait un effort extraordinaire qui a été en fait remplacé et diminué lorsque Mare Nostrum a été arrêté et remplacé par les
les actions de Frontex. Et donc, si on pensait que l'intérêt de cette politique était véritablement de sauver des vies, le président Macron aurait pu, le 27 juillet, dire un mot de ces navires terribles qui sont racistes, pour le dire les choses telles qu'elles sont, qui sont en Méditerranée et qui essaient de dissuader des migrants ou d'autres navires de sauver des migrants. Donc, je pense que le suivi ne doit pas être qu'on doit avoir beaucoup plus de modestie. Quand nous sommes à 20 000 réfugiés acceptés alors que les autres sont à 720 000, je pense que nous devrions peut-être regarder les choses autrement et regarder pourquoi nous ne pouvons pas le regarder autrement. Pourquoi nous n'avons pas le courage de faire une politique comme on s'est battu pour changer l'orientation pendant la campagne électorale. On pourrait continuer à faire ce travail. C'est un travail difficile, mais ça mérite toutefois d'être fait, parce que sinon il reviendra dans 5 ans avec plus de... Et pour la question que vous avez posée concernant l'accord avec la Turquie. L'accord avec la Turquie, effectivement, comme toute politique publique, et Emmanuel Macron aime bien l'évaluation des politiques publiques, on devrait, avant de la mettre en place, on devrait faire une évaluation de ce qui a été fait avec cet accord. Et on peut regarder aussi les chiffres toujours des morts, mais peut-être qu'on reviendra sur les morts en Méditerranée, qui montrent que nous sommes loin de but humanitaire qu'on affirme. Alors, vous parlez d'évaluation. Jacques Legendre, vous êtes justement l'auteur d'un rapport pour le Sénat. Oui. C'était avec Gaëtan Gors, le sénateur PS, sur cet accord avec la Turquie. Quelle évaluation vous faites? On parlait des objectifs, on a beaucoup parlé de l'idée que cet accord devait permettre de réduire les arrivées en Grèce, mais à quel prix s'est fait cette réduction des arrivées en Grèce qu'on a pu effectivement constater? Si vous le permettez, je voudrais peut-être à ce niveau du débat être un petit peu clair et distinguer 2 situations. J'ai fait effectivement un rapport d'information sur l'Europe au défi des migrants, et le titre après, c'était « Agir vraiment ». Parce que j'étais pas seul, j'ai co-présidé ce rapport avec un de mes collègues socialistes, monsieur Gaëtan Gors, et nous avions constaté tout de même que l'Europe avait des dysfonctionnements sérieux dans la façon d'appliquer ou de définir une politique européenne, et qu'en tout cas la politique européenne de l'Union européenne n'est pas la politique migratoire de l'Union européenne n'est pas réaliste et n'est pas cohérente. Ça, c'est le premier point. Un seul exemple dont on ne parle pas quand même, mais enfin, nous avons dans ma région, je suis un élu du Nord-Pas-de-Calais, beaucoup de problèmes à Calais. On le sait. Pourquoi? Parce qu'un pays qui est encore membre de l'Union européenne, qui s'appelle l'Angleterre, a décidé qu'il mènerait sa propre politique et que l'Union européenne pouvait faire ce qu'elle voulait. Les Anglais n'accepteront pas s'ils ne veulent pas accepter. Et pendant ce temps-là, eh bien, les migrants s'entassent quand même sur les côtes de France, madame. Je crois qu'il faut le rappeler, et que ceci nous pose un certain nombre de problèmes. Et moi, ce qui m'a frappé quand je présidais la commission d'enquête du Sénat sur l'accord Union européenne-Turquie. Je me suis par exemple rendu en Grèce et pour voir ce qui se passait et voir comment, depuis la Grèce, s'était appliqué l'accord avec la Turquie. Je suis allé en Turquie aussi. Et je me souviens d'une réunion tenue à l'ambassade de France à Athènes, où il y avait à la fois les services de l'Union européenne chargés du contrôle des frontières, Frontex, et on voyait là les policiers, les gens des services qui s'efforçaient de rendre cette frontière aussi contrôlée que possible pour faire en sorte que n'entrent pas sur le territoire européen des gens dont l'identité n'était pas clairement constatée, les motivations connues et les raisons pour lesquelles on pouvait les admettre en Europe quand même clairement éclaircies. Et puis il y avait à côté de cela toutes les ONG et organismes qui s'occupent des réfugiés et qui sont également subventionnés et fonctionnent au titre de l'Union européenne, mais dont le souci essentiel était de faire en sorte que ne puisse pas s'appliquer l'accord UE-Turquie, parce qu'ils n'admettaient pas que les réfugiés qui étaient passés de Turquie en Grèce puissent revenir en Turquie, à condition que l'Union européenne accepte un nombre équivalent de gens dans des situations légales sur son territoire. On arrivait là à une véritable incohérence, si vous voulez. Je crois que l'Union européenne, elle est comme tout être humain et comme nous tous, partagée. Il y a en nous
à la fois le désir d'aider des gens en grave difficulté, des migrants, des gens qu'on a devant soi et que l'on veut aider. Et puis il y a d'autre part les conséquences quand même d'une aide quand elle se multiplie par un nombre très important de personnes. Et là on peut se demander où on va, parce que le deuxième problème, c'est que les migrants qui sont en Turquie viennent de Syrie et ce sont clairement des réfugiés politiques, des gens qui fuient la guerre. Alors que de l'autre côté, quand on est dans la position de l'Italie et qu'on a affaire à des gens qui se trouvent à travers la Méditerranée, ce sont très largement des gens qui fuient effectivement la misère, des réfugiés économiques, mais leur rôle, leur nombre va continuer chaque année, si vous voulez, leur arriver à se produire, alors que pour les réfugiés politiques, on peut espérer quand même qu'une fois le drame syrien terminé, la plupart de ces gens voudront revenir dans leur pays d'origine pour participer à sa reconstruction. On va revenir dans un instant sur l'imbrication très étroite entre les politiques d'asile concernant les réfugiés politiques et puis les politiques migratoires de ce qu'on appelle les migrants économiques. Sylvie Guillaume, vous vouliez réagir ? Non, pas spécialement réagir. Ajouter peut-être aussi quelque chose qui est une clé assez difficile à tourner dans tout cela, c'est la nature et la dérive de l'État turc maintenant, qui fait que les discussions entre l'Union européenne et notamment le président turc risquent d'être extrêmement compliquées, avec la dérive qui est celle depuis le coup d'État manqué de l'été dernier. Donc c'est vrai que c'est compliqué en plus, avec cet objectif qui n'a pas vraiment été atteint et ce chantage, en plus de discuter avec la Turquie. Donc... France Culture, du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon. Faut-il externaliser la politique migratoire ? C'est la discussion que nous avons ce soir jusqu'à 19h avec Speranta Dumitrou, Sylvie Guillaume et Jacques Legendre. La proposition du chef de l'État de délocaliser des instances de l'OFPRA. Donc, je rappelle, l'OFPRA, c'est l'organisme qui s'occupe des demandeurs d'asile. Dans les pays de transit, on est bien d'accord qu'il s'agit là de la politique pour les demandeurs d'asile. Est-ce que, alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation, quand on parle de la crise migratoire, avec aujourd'hui le HCR parle de flux mixte, c'est-à-dire qu'on a autant des gens qui viennent pour demander l'asile que des gens qui sont dans une logique d'immigration qu'on dit économique. Est-ce que cette politique d'externalisation, elle ne va pas augmenter quelque part la confusion entre d'un côté le droit d'asile et de l'autre côté les autres politiques migratoires, et jusqu'où il faut faire une séparation entre ces différents migrants? Jacques Legendre. Je ne suis pas un parlementaire de l'actuelle majorité. Mais je dois reconnaître que j'ai entendu aussi une remarque de bon sens dans la bouche de l'actuel ministre de l'Intérieur quand il dit qu'il faut faire attention à ce qu'à vouloir ou à laisser se développer la confusion entre les migrants pour des raisons politiques et les migrants économiques, on va provoquer une réaction de rejet qui va remettre en cause l'existence même de la notion de réfugiés politiques. Je crois que c'est une tradition française que d'accueillir effectivement des gens qui sont menacés à cause de leur prise de position politique dans leur pays d'origine. Mais je sais aussi que cette immigration pour des raisons politiques, immigration de survie, elle est souvent mise en avant par des gens qui, en fait, viennent parce qu'ils fuient plutôt la misère. Et nous ne pouvons pas, dans notre pays, accueillir toute personne qui viendra en disant « je suis un réfugié politique », alors que dans son pays, la situation n'est pas marquée par des violences particulières ou par des brutalités qui mettraient la démocratie en péril, si vous voulez. Je crois qu'il nous faut quand même accepter qu'il s'agit bien là de deux situations différentes et qu'il faut se donner le moyen de faire le tri entre réfugiés politiques et réfugiés économiques. Nous ne pouvons pas, dans un pays, dans ma région, il y a 10 à 12% de demandeurs d'emploi. Comment voulez-vous que nous acceptions de voir des gens arriver chez nous et que nous puissions espérer leur donner ensuite un travail et leur permettre de s'intégrer quand nous avons déjà beaucoup de mal à intégrer et à donner du travail à tous nos citoyens? Si nous ne gardons pas à l'esprit cette idée de bon sens, nous allons nourrir les réactions extrémistes et là, à coup sûr,
on va faire disparaître la notion d'accueil de réfugiés politiques. Alors que c'est une de nos traditions. Speranta Dumitrou, est-ce que vous partagez cette idée que remettre en cause la distinction entre réfugiés politiques et migrants économiques, quelque part, c'est affaiblir le droit d'asile ? Non, et si vous me permettez, je ne suis pas non plus d'accord. Enfin, les chercheurs en Migration Studies, dans les études migratoires, en fait, contestent cette description de crise migratoire. En fait, c'est une crise plutôt de l'accueil, de l'application du droit d'asile. On le voit quand on regarde les chiffres, je dis encore une fois, on est à 29% d'acceptation positive. Donc on ne peut pas dire qu'on commence par faire des tris. De toute façon, lorsqu'on applique le droit d'asile, personne à l'OFPRA ne s'est imaginé qu'il y a des gens qui migrent pour des raisons économiques. D'ailleurs, il y a une confusion ici entre migrants économiques. Migrants économiques, c'est beaucoup de personnes. Par exemple, les chercheurs américains que Emmanuel Macron voulait faire venir en France seront des migrants économiques. Les migrants économiques sont un très petit nombre en France, justement parce qu'on a une politique où les frontières sont érigées à l'accès à l'emploi. On peut peut-être en discuter, mais ce ne sont pas des migrants économiques. Donc le ministre de l'Intérieur s'est un peu trompé dans ces catégories. La migration économique, c'est 10% maximum de la migration qu'on a en France. Dans la catégorie migration économique. Alors, en termes de droit, il y a quand même une distinction, c'est-à-dire que les gens qui viennent faire une demande d'asile, c'est en fonction des conventions de Genève, en fonction de persécutions politiques. Oui, en effet, ils doivent montrer qu'ils sont persécutés en raison de quatre raisons: de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou des opinions politiques. Donc c'est ça la Convention de Genève. En plus, on a Est-ce que selon vous, il faut élargir aujourd'hui toutes les personnes qui arrivent en Europe qu'elle tombe en fait sous le coup de ces conventions de Genève et élargir la demande d'asile. Je dis que la discussion du tri migrants économiques, migrants politiques, réfugiés, s'est posée avant même qu'on applique le droit tel qu'il est. Donc on commence à faire le tri avant de se demander pourquoi on n'accepte pas plus de réfugiés en France. Donc je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs et ce n'est pas une façon très... Mais si vous voulez, on peut aussi discuter de la migration économique. Et la migration économique, c'est une autre catégorie qui est très peu représentée en France. Donc c'est la migration en France est principalement divisée entre la migration familiale et les étudiants, très peu d'humanitaires et très très peu de migration économique, c'est-à-dire les gens qui viennent pour travailler en France. C'est la migration pour des raisons économiques. Alors vous l'avez rappelé, le taux d'acceptation des dossiers de demandeurs d'asile en France avoisine autour de 26-29%, je crois. C'est bien plus faible que chez nos voisins européens. Comment est-ce qu'on l'explique ça, Sylvie Guillaume ? Il y a l'histoire, il y a la façon de faire, et c'est vrai qu'il y a une tradition aussi qui est différente selon les États. Mais je voudrais juste revenir je reviendrai sur cette section du récit et dire un mot sur les réactions de rejet. Oui, je sais que ces réactions de rejet, elles existent et que les peurs sont consciencieusement agitées quelquefois en France. Mais il faut aussi se méfier du rejet parce qu'on n'a pas suffisamment de politique assumée d'accueil. Parce que ça aussi, ça peut être très très heurtant. La confusion dont vous parliez tout à l'heure, ce qui a été qualifié par le ministre de l'Intérieur de tri, elle est levée par le récit qui est fait, avec les conditions qui ont été exprimées juste à l'instant. Et moi, je veux louer le travail qui a été réalisé à l'OFPRA, dans les locaux, et puis aussi en mission extérieure. Il faut signaler que l'OFPRA a fait des missions à Calais, alors que très longtemps, on a laissé, entre guillemets, pourrir les gens sur place, sans même essayer de savoir si certains étaient éligibles à des procédures d'asile. Donc ce travail-là, il est fait très sérieusement, avec beaucoup de minutie, et avec un nombre d'agents qui a été considérablement augmenté, des officiers de protection qui ont été considérablement augmentés en nombre ces dernières années à l'OFPRA. Donc c'est un vrai travail très très sérieux. Sur la migration économique, je crois qu'il faut signaler que nous avons des voies légales de migration qui sont très étroites. Et tant que ces voies légales contrôlées, régulées, ne seront pas
plus large et plus adapté à la situation, nous aurons encore forcément cette confusion qui existe. Et puis je crois qu'il faudra aussi, avant qu'on oublie de le faire dans cette émission, essayer d'anticiper aussi sur un autre sujet, je ne veux pas qu'on l'oublie, qui est que les mouvements de population, c'est environ 65 millions de personnes par an et qui ne font pas tout le voyage vers le nord de l'Europe évidemment, mais ces mouvements de population, ils sont aussi liés au changement climatique, à la sécheresse, et ça il faut l'anticiper parce qu'un certain nombre de gens continueront de se déplacer pour ces motifs-là. Or, ils ne seront pas à ce stade éligibles à l'asile au sens qu'on l'entend maintenant, puisqu'il n'y a pas d'agent persécuteur. Donc il va falloir lever un certain nombre de choses. Et dernier élément, je rejoins Madame Dumétrou sur les volumes de personnes qui sont concernées. C'est l'immigration, le regroupement familial qui est aussi très important en France et qu'il faut évidemment protéger à l'avenir encore. La question des réfugiés climatiques est effectivement une question d'importance. On y consacrera certainement une émission entière pour rester encore un peu un instant sur la question des demandes d'asile, ce qui a motivé cette émission. Donc cette idée de délocaliser des agences de l'OFPRA au Niger, au Tchad, pour gérer la demande d'asile. Est-ce qu'on n'a pas le risque aussi, Jacques Legendre, de mettre tous les moyens sur la demande d'asile et on peut le louer, ça va permettre à ces personnes de ne pas franchir les frontières de manière dangereuse, mais pour les autres, que va-t-il se passer? C'est-à-dire pour ceux qui ne seront pas acceptés, comment est-ce que la route va rester la seule option pour eux? Quelle alternative? Est-ce qu'on y a pensé? Est-ce qu'on y pense? Écoutez, un premier point, je trouve un petit peu étonnant, si vous voulez, cette proposition de centre effectivement externalisé, comme vous dites, parce qu'après tout, la France dispose d'ambassades dans tous les pays du monde, et que ce qui serait peut-être la première chose à faire, c'est de renforcer le service des visas dans les ambassades pour que les ambassades de France puissent, dans de bonnes conditions, examiner ce que les gens qui sont dans le pays et qui veulent venir chez nous viennent lui demander. Qu'est-ce que je constate? C'est que année après année, quels que soient les gouvernements, le budget du ministère des Affaires étrangères ne cesse de se réduire, que les personnels qui sont chargés de ce travail dans les ambassades ou plus exactement dans les consulats, il y a de moins en moins de personnel formé, titulaire, et que donc on fait attendre et on traite dans de mauvaises conditions. Et là, il s'agit de gens qui parfois veulent venir chez nous pour des raisons parfaitement légitimes et que nous souhaitons accueillir, par exemple des étudiants. Quand on voit les conditions dans lesquelles on prend la difficulté, si vous voulez, pour dire à un étudiant venez chez nous, à la fois on a une politique d'accueil et des étudiants étrangers et en même temps on a de grosses difficultés au niveau du traitement des visas. Donc la première chose à faire, je le crois, c'est de renforcer en personnel qualifié les services des consulats de France pour qu'ils puissent traiter ça dans les pays. Il y a ensuite des secteurs plus névralgiques où nous devons mettre en place, ça peut être utile effectivement, de l'information pour que les gens qui veulent venir chez nous soient quand même clairement informés de ce qui les attend. Parce qu'on fait vivre ces migrants dans l'idée que c'est l'Eldorado de venir en Europe, et il y a derrière tout ça un business parfaitement criminel, scandaleux, de véritables marchands de chair humaine qui essayent de profiter de ces malheureux immigrants pour leur soutirer l'argent. Nous avons essayé d'avoir quelques éléments d'information là-dessus. Gaëtan Gors et moi, nous estimons entre 3 et 6 milliards d'euros le chiffre d'affaires, si vous voulez, de ces groupes criminels, souvent très organisés, qui attirent et qui essayent d'attirer par tous les moyens vers l'Europe des populations mal informées et qui croient avoir un meilleur avenir. Et on comprend parfaitement ça, on le croit, on le comprend. Mais le problème, c'est que nous ne pourrons pas accorder à tous ceux qui veulent venir chez nous des conditions leur permettant de vivre décemment sur le territoire national. Car le dernier point, c'est que il y a peut-être les points ponctuels qui créent à certains moments des demandeurs d'asile. Le drame syrien, c'est pas contestable. Un Syrien qui fuit son pays en guerre, c'est un réfugié politique. C'est pas contestable. Et si c'est un Afghan, on peut le comprendre aussi. Et on doit s'inquiéter également de la situation, par exemple, en Érythrée et dans quelques autres pays. Mais les diplomaties de nos pays devraient intégrer davantage ces problèmes et peser pour que ces problèmes soient réglés. Parce que s'ils ne sont pas réglés, eh bien, ils seront
nécessairement créateur de migrants. Et puis le deuxième problème que nous avons, c'est quand même la démographie africaine qui actuellement est exponentielle. Quand je vois un pays que je connais bien comme le Niger, où il y a entre 6 et 7 enfants par femme, eh bien on se demande dans quelles conditions ce pays va pouvoir accueillir à ce moment-là ces migrants. Vous avez évoqué beaucoup de choses, Jacques Legendre. Oui. Je crois que Sylvie Guillaume voulait réagir. Non, enfin, je voulais pas spécialement réagir. Je voulais juste qu'on soit bien clair pour tout le monde sur le sens qu'on donne aux choses. On parle depuis le début d'externalisation pour une raison bien simple, c'est que pour déposer une demande d'asile, il faut atteindre le pays où on veut déposer cette demande d'asile. Donc c'est ça. Ça c'est la règle en vigueur actuelle, mais justement l'idée ce serait de pouvoir déposer avant d'arriver. Oui. Quand j'entends effectivement la possibilité d'avoir des lieux où on peut déposer une demande d'asile en externalisé, j'ai dit pourquoi pas. Mais ayons en tête que quand on est par exemple en Libye ou quand on est en Syrie, atteindre par exemple l'ambassade comme c'est suggéré maintenant ou le consulat, ça n'est pas forcément d'une très grande simplicité. Donc je ne voudrais pas qu'on fasse de cette possibilité de déposer l'asile à distance, de façon externalisée, l'alpha et l'oméga de tout ce qui concerne les mouvements migratoires dans le monde, ou en tout cas dans l'Europe et sa périphérie. Parce que je pense qu'on n'atteindrait pas l'objectif et qu'on serait incomplet et que d'une certaine manière, on se laverait les mains à distance de la situation de ces personnes. Alors il y a un autre volet aux politiques migratoires qui a été aussi évoqué, c'est la question de l'aide au développement qui se base sur une idée simple. Si les gens peuvent avoir une activité économique chez eux, ils ne partiront pas en chercher ailleurs. Simplement cette idée n'est pas toujours aussi simple dans la réalité. Et par ailleurs, la France récemment, par la voix de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a annoncé que l'enveloppe consacrée à l'aide publique au développement allait être diminuée. Donc l'aide au développement, est-ce que c'est une part de la solution ou est-ce que c'est une illusion, Speranta Dumitrou ? C'est une part de la solution. En même temps, si on regarde, et c'est ce que la Banque mondiale fait depuis des années, les flux monétaires vers les pays en développement, on observe que depuis 1996, les transferts d'argent des migrants ont dépassé l'aide au développement. Donc aujourd'hui, elles font 4 fois plus que l'aide au développement. Donc, quelle que soit la valeur, le volume de l'aide au développement, les migrants qui ne sont pas nombreux au niveau international, ils sont 3% de la population mondiale. Donc c'est très très peu. Avec toutes les conditions, la discrimination qu'ils subissent, les difficultés d'accès au travail, ils envoient 4 fois que tout l'effort que les États font en termes de développement. Donc ce que les économistes du développement savent et de la migration savent, c'est que les transferts d'argent sont très efficaces en termes de lutte contre la pauvreté. C'est ce qu'on a réussi à faire, c'est de les mettre dans le programme des Nations Unies pour les 2015-2030 et de considérer qu'on va au moins diminuer les taxes sur la commission qu'on paye sur les transferts d'argent. Donc il y a des politiques à faire plutôt du côté des migrants, pas de l'aide au développement. Eh bien, merci beaucoup. Une affaire qu'on continuera à suivre, bien sûr. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Jacques Legendre, Sylvie Guillaume et Speranta Dumitrou. Les références, les ouvrages, les liens, les infos, mais là aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres, c'est comme toujours sur franceculture.fr à la page du Grain à moudre d'été. Du Grain à moudre d'été, une émission préparée comme chaque jour par Juliette Montilly, Pierre Testard, Philippine Lebray, Iseult Sicard et Cédric Fuentes. Réalisation Romain Masson, prise de son Jacques Hubert, droit d'auteur Paul Simonacci.